Je suis en train de lire le poème de Robert Browning, My Last Duchess, et j'ai la chance de pouvoir le lire dans une édition qui a été la première édition complète, une des premières éditions complètes du grand poète victorien, Robert Browning, qui est paru en Grande-Bretagne et ensuite aux USA. Alors celle des USA, elle date de 1895 et elle appartient au fonds Erskine. C'est l'édition dite Cambridge, en référence à l'université de Cambridge. Et c'est l'un des nombreux ouvrages, effectivement, victoriens qui appartiennent à ce fonds. Alors, quand je regarde un petit peu le Lex Dono, je vois que c'est un ouvrage qui a été donné en 1907 à un certain Stoller. Voilà, donc je pense que c'était l'ouvrage qui lui a servi à découvrir un poète extrêmement connu, tout à la fois par sa production et aussi par l'obscurité qu'on prêtait à ses vers. Browning, c'est celui qui a inventé le monologue dramatique et qui a aussi rédigé et publié The Ring and the Book, qui est sans doute son poème narratif le plus célèbre. Mais il y en a énormément d'autres. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, et qu'on retrouve encore dans certaines rééditions à l'identique, c'est effectivement l'impression sur deux colonnes. Alors, pour l'ergonomie de la lecture, c'est pas merveilleux, mais ça permet effectivement d'avoir l'œuvre complète en un seul volume. Et c'est vraiment l'exemple d'un ouvrage solide, sérieux, j'ai envie de dire du bel ouvrage de l'époque. C'est pas le beau livre, c'est pas un livre d'artiste, c'est simplement une belle édition destinée à canoniser et assurer la pérennité et la transmission d'une œuvre d'un auteur majeur de l'époque, auteur qui est connu également aussi pour son épouse, qui est Elizabeth Barrett Browning. Et Elizabeth Barrett est elle-même une poétesse et a rédigé de nombreux poèmes. L'un des poèmes narratifs les plus connus, c'est Aurora Leigh. Mais ici, moi, j'ai une édition des sonnets de la portugaise, ou sonnets du portugais, en anglais Sonnets from the Portuguese, qui est beaucoup plus ambigu, qui est en fait une série de sonnets qui est adressée à l'homme qu'elle aimait, et en secret, et qui est Robert Browning, avant qu'elle et Robert ne quittent la Grande-Bretagne et les valeurs et le carcan familial pour aller en Italie. Alors, c'est vraiment l'édition que j'ai et qui appartient au fonds Erskine. C'est une édition du XXe siècle, elle est illustrée avec effectivement davantage l'esthétique du XXe siècle que celle du XIXe siècle. Mais cette édition montre la persistance de la poésie victorienne, de la poésie féminine victorienne, même au XXe siècle. Voilà, c'est vraiment alors, par rapport à son mari, effectivement, sa poésie est beaucoup plus lisible, beaucoup moins hermétique, et lui a assuré, là aussi, un très grand succès à l'époque, et lui a assuré, c'est aussi de la très bonne poésie, donc lui assure sa canonisation. J'en viens à un autre poète bien connu de l'époque victorienne, qui est Tennyson. Lord Alfred Tennyson puis anobli, qui va être le poète laureate de la Grande-Bretagne, et qui va là aussi publier depuis les années 30 jusqu'à sa mort en 1892 des poèmes narratifs, des sonnets, des odes. Enfin, il va vraiment parcourir toute la gamme de l'expression poétique, et il est effectivement connu pour ses réécritures de la légende arthurienne, et aussi pour l'expression de ce qu'on a appelé la crise de la foi à l'époque victorienne, c'est-à-dire que c'est ce qu'il se qualifie lui-même dans un poème
de quelqu'un qui doute honnêtement, c'est-à-dire quelqu'un qui remet en cause la véracité du récit biblique de la création de l'homme. Donc Tennyson est connu pour avoir aussi exprimé ces doutes qui vont être les doutes de nombreux victoriens. L'édition que j'ai entre les mains, c'est aussi une édition, alors c'est Tennyson's Poems, c'est une édition qui date de 1866, elle n'est donc pas complète, il y en aura d'autres après. Et c'est une édition qui a été publiée, donc elle appartient au fonds Erskine, elle a été publiée à Boston, donc par un éditeur américain qui s'appelle Ticknor & Fields. Et c'est une édition qui est illustrée, et en partie illustrée avec des reproductions de gravures qui avaient été celles qui avaient servi à illustrer une édition parue en 1860, qui est ce qu'on appelle l'édition Moxon. Et cette édition-là est une édition magnifique, puisque ce sont les pré-raphaélites qui vont l'illustrer. Là, on a effectivement des reproductions. Donc on retrouve effectivement l'esthétique et les femmes rossettiennes qui sont qui hantent déjà l'imaginaire du peintre et du poète. C'est aussi un poète, Dante Gabriel Rossetti, qui a effectivement accepté d'illustrer les poèmes d'un auteur déjà qui est plus vieux que lui, c'est pas la même génération, et surtout qui est plus connu et qui fait autorité. À cette époque-là, Rossetti est un poète tout à fait mineur et qui s'intéresse plus effectivement à la peinture. Voilà. Donc là, on a effectivement un bel ouvrage. Là. Vous voyez, il est doré sur tranche, et c'est vraiment le genre d'ouvrage qui était destiné, je dirais, à une lecture familiale. Alors, c'est vrai qu'on s'interroge souvent sur la consommation de l'imprimé à l'époque victorienne. Il ne faut pas oublier qu'il y a une consommation individuelle. Nombre d'ouvrages, dont celui que je vais présenter ensuite, est destiné, par son format, à être transporté et à être lu par un individu durant différents déplacements. Mais il y a aussi tout l'aspect lecture familiale des ouvrages, et cette édition-là est manifestement destinée à être lue aussi en famille. Bien sûr, elle est destinée à la lecture individuelle, mais ça fait partie, et surtout les poèmes de Tennyson, qui étaient vraiment très célèbres et très connus, faisaient partie de ces lectures que l'on lisait le soir en famille, ce qui explique aussi là aussi, les contraintes, je dirais, argumentatives, les contraintes stylistiques au niveau de la poésie. Qui dit lecture en famille dit effectivement impossibilité de présenter de dire certains termes, de présenter certaines scènes, certaines actions. Voilà. Mais ça correspondait aussi à la volonté d'éduquer, et donc on voit à cette époque que l'éducation reste encore majoritairement privée. C'est pas une éducation, on n'est pas encore à cette époque-là avant. On est juste avant le Foster Act de 1870 qui va instituer les écoles primaires dans toutes les villes. Donc là, on est encore dans une éducation qui, pour la classe moyenne, se fait encore à travers les lectures familiales, qui est vraiment une lecture, j'ai envie de dire, it's community reading, qui illustre un mode de publication et un mode d'intervention des intellectuels dans le champ intellectuel victorien, qui est Lectures and Essays de William Kingdon Clifford. William Kingdon Clifford, il est là, c'est un mathématicien. Je vous rassure, l'ouvrage n'est pas consacré aux mathématiques. Il a développé effectivement certaines équations, mais on ne va pas trouver forcément des équations ici. Clifford a été éduqué à Cambridge, et puis il va perdre... Cambridge a une tradition d'éducation scientifique de haut niveau. À l'époque, c'est aussi une université religieuse, et Clifford va perdre la foi et va devenir un véritable radical en politique et radical en religion
si je puis m'exprimer ainsi, au sens où il va défendre effectivement, voilà, il est contre la monarchie, il est et il est aussi contre le poids de l'Église anglicane dans la société et en politique à cette époque-là. Et c'est quelqu'un qui va développer une méthode d'investigation qui a fait date dans l'histoire de la pensée et dans l'histoire de la philosophie. On en discute encore de nos jours, parce qu'en 1876, il prononce une petite conférence dans un cercle d'amis, enfin devant un cercle d'amis et de pairs qui s'appelle The Metaphysical Society, la société métaphysique. Et cette intervention s'appelle The Ethics of Belief, l'éthique de la croyance, et il la publie dans une revue qui s'appelle la Contemporary Review de cette même année. Et le texte fait grand bruit, car en fait, dans cette intervention et dans le texte qui la reprend et l'amplifie un petit peu, Clifford demande que l'on ne croie que ce qui peut être prouvé, et que si l'on croit des choses qui ne peuvent être prouvées, alors on bascule dans l'immoralité. Donc ici, on a effectivement une intervention qui n'a rien à voir avec les mathématiques, mais tout à voir avec la façon dont nous formons nos croyances et dont nous sommes capables d'en rendre compte et de les justifier. Et Clifford va donc publier une série d'essais sur cette thématique, sur l'éthique de la religion, sur Là, il développe toute une pensée qui est philosophique, à la fois sur le qu'est-ce que la science, qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que la pensée, comment les pensées se forment-elles, comme beaucoup d'intellectuels post-darwiniens, parce que bien évidemment, il épouse les thèses de Darwin. Pour lui, l'homme n'est pas le fruit de la création divine, l'homme est le fruit de la sélection naturelle. Et donc, il y a comme ça des fictions de qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la venue à la pensée ou l'hominisation. Donc il a beaucoup il émet des hypothèses qui sont effectivement, alors certaines ont été controuvées depuis, mais d'autres sont toujours utilisées, à la fois par les psychologues. Je vous rappelle, les philosophes discutent toujours d'éthique de la croyance, parce que l'éthique de la croyance, telle que Clifford la pense, met la barre extrêmement haut. Si nous ne pouvons croire que ce qui peut être prouvé, nous n'allons pas croire grand-chose, en fait. Voilà. Et Clifford, donc, intervient, comme la plupart des grands auteurs victoriens ou ce qu'on appelle les sages victoriens, principalement dans des périodiques, avant, effectivement, de colliger ces articles dans des ouvrages. Voilà. Alors nous avons accès aux ouvrages, nous avons de nos jours effectivement accès aux périodiques, mais cet accès est beaucoup plus malaisé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des grands textes victoriens que nous lisons et que nous commentons, en fait, ont vu le jour dans les périodiques, différents types de périodiques. Effectivement, quand c'est intellectuel, comme les essais de Clifford, on a effectivement des reviews, c'est-à-dire des revues, mais on a aussi pour les textes littéraires beaucoup de textes qui sont parus dans des magazines, dans des monthlies, par exemple dans le Macmillan's, qui est le premier magazine peu cher et illustré, qui se crée en 1859. C'est un magazine qui est créé par l'éditeur Macmillan, qui va éditer nombre d'ouvrages et qui édite aussi, les ouvrages de Clifford. Alors, les essais, lectures and essays, c'est-à-dire les conférences et les essais de Clifford, c'est pas lui qui les a colligés, parce que Clifford, malheureusement, était tuberculeux et il est mort en 1879. Donc, ce sont des amis et des pairs qui ont, c'est-à-dire Leslie Stephen et Frederick Pollock, qui ont colligé ces écrits et qui les ont publiés sous la forme de ce volume et d'un autre volume. C'est en 2 volumes, il a beaucoup écrit, c'est comme ça. Juste, Leslie Stephen, il est peu connu, évidemment, sauf si on est victorianiste, mais c'est quand même rien moins que le père de Virginia Woolf. Et oui, c'est Leslie Stephen, lui aussi éduqué à Cambridge, lui aussi a perdu la foi, lui aussi a démissionné de Cambridge et est parti
devenir journaliste. Voilà, il a écrit de nombreux textes, c'est un spécialiste de la pensée rationaliste du XVIIIe siècle, et c'est aussi le créateur de cette institution littéraire qu'est The Oxford Dictionary of National Biography, qui va contribuer à créer dans les années à partir de 1885. Voilà. Et puis Frederick Pollock, eh bien Sir Frederick Pollock, mais à l'époque Frederick Pollock, c'est un juriste. Et Pollock, Stephen et Clifford ont fait partie de cette Metaphysical Society où se sont croisés tous les grands intellectuels laïcs et religieux pour essayer de dialoguer entre 1869 et 1880. Donc voilà aussi pourquoi est-ce que ce sont Stephen et Pollock, à la fois à travers une connexion amicale, mais aussi une connexion politique, qui vont publier les essais de ce radical en politique et en religion qu'est Clifford.